Bienvenue dans Savoir en santé, je suis Marina Carrère-Dancos et ensemble, nous allons plonger dans le monde du microbiote et son impact sur notre santé. Que ce soit dans notre intestin, sur notre peau, dans notre bouche ou encore nos voies respiratoires et urogénitales, ces communautés invisibles sont essentielles à notre bien-être. Mais quand cet équilibre se brise, c'est tout notre organisme qui en pâtit. Maladies inflammatoires, troubles métaboliques, infections et même certaines pathologies neuropsychiatriques. Comment préserver cet équilibre fragile ? Quels sont les impacts de notre alimentation, de notre mode de vie ou de l'environnement sur ces milliards d'hôtes qui nous habitent ? Et comment la science tente-t-elle d'exploiter leur pouvoir pour mieux soigner certaines maladies ? Ce podcast, porté par la Fondation de l'Académie de médecine, s'inscrit dans un cycle de 5 épisodes où nous explorerons ensemble les différentes facettes du microbiote et son influence sur notre santé à travers des échanges avec des chercheurs, médecins et experts du microbiote. Il est constitué de centaines de milliards de micro-organismes, bactéries, virus, levures. Le microbiote fascine médecins et chercheurs. En effet, son déséquilibre pourrait expliquer certaines maladies digestives, certes, mais également inflammatoires ou neurologiques. Alors pourquoi la bonne santé du microbiote est-elle nécessaire à la nôtre ? Comment la préserver ? Quels sont les facteurs qui modifient la composition et l'équilibre du microbiote digestif, alimentation, environnement, mode de vie ? Concernant le microbiote cutané, quel rôle joue la pollution et l'eau ? Il sera également question de l'influence des antibiotiques et du stress. Pour aborder ces sujets, le professeur Gabriel Perlemuter et Cécile Claveau, bonjour à tous les deux. Bonjour. Cécile Claveau, vous êtes chef de laboratoire, responsable des projets sur le microbiome cutané chez L'Oréal Recherche et Innovation. Vous allez nous parler de ces facteurs environnementaux qui modifient le microbiote cutané. Professeur Gabriel Perlemuter, vous êtes hépato-gastro-entérologue, nutritionniste, membre de l'Académie nationale de médecine. On va parler avec vous de l'alimentation qui modifie le microbiote digestif. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le microbiote quand même ? Alors le microbiote, il y a plusieurs microbiotes, comme vous l'avez dit. Il y a un microbiote, moi, qui m'intéresse le plus du fait de ma spécialité, c'est le microbiote digestif qu'on a dans le tube digestif, c'est-à-dire tous les micro-organismes, bactéries, virus des bactéries, champignons, même parasites, qui vivent en nous, qui vont de la bouche. Il y a un microbiote buccal, dans l'estomac. Il y a même eu un prix Nobel avec Helicobacter pylori qui est responsable de l'ulcère. Et puis au fur et à mesure qu'on descend dans l'intestin, la quantité d'oxygène va changer, l'acidité va changer et on va avoir de plus en plus de bactéries, des bactéries différentes. Et ces bactéries vont avoir un rôle majeur sur notre santé, bien évidemment sur notre digestion, bien évidemment sur le tube digestif lui-même, mais ces bactéries vont être à l'origine de la production de nombreuses petites molécules qui peuvent passer dans le sang, d'abord au niveau du foie, c'est pour ça que le microbiote va interagir avec le foie, et puis le foie va les transformer ou pas, puis les redistribuer comme une sorte d'entonnoir à tout l'organisme, ce qui explique que le microbiote peut interagir avec tout notre organisme, le cerveau, les articulations, le système cardiovasculaire, l'obésité, et ce qui explique aussi que conceptuellement, c'est très intéressant, c'est une grande révolution, on n'est pas simplement nous-mêmes, nos propres cellules, mais on a beaucoup de micro-organismes qui vivent en nous, et quand on les rend heureux, en bonne santé, ils vont nous rendre en bonne santé et heureux aussi, et inversement, quand on ne s'occupe pas d'eux, on les rend en mauvaise santé, eh bien, nous-mêmes, on sera en mauvaise santé. C'est bien des notions de levure heureuse. Comment on peut comprendre qu'avec quelques centaines de salmonelles dans une omelette, on soit extrêmement malade, alors qu'il y a effectivement des centaines de millions de bactéries là, et que ça ne nous rend pas malade ? Absolument, et donc ça pose la question de tout le monde n'est pas bon ou mauvais. Quand vous avez une bactérie au bon endroit avec ses bons copains, tout ira bien. Si cette même bactérie, au lieu d'être dans le tube digestif, vous la mettez ailleurs, dans le sang, où elle n'est pas accompagnée par les mêmes bactéries, les mêmes interactions ne se font pas, là, cette bactérie pourra avoir un rôle néfaste. C'est ce qu'on appelle par exemple des pathobions. Ce sont des bactéries qui... Des pathobions. Des pathobions, c'est bion de vie, pathos de pathologie, sont par exemple des bactéries qui à un certain endroit vont avoir un effet bénéfique sur votre santé, à un autre endroit peuvent se transformer en un grand méchant, montrant qu'on a tous une face claire et une face obscure. On comprend donc parfaitement qu'un déséquilibre entre ces milliards de micro-organismes crée des pathologies. Mais qu'est-ce qui crée ce déséquilibre ? Déjà, l'alimentation joue quel rôle ?
Alors en fait, ces bactéries, on les acquiert à la naissance et on considère globalement qu'après 3 années de vie, on va plus ou moins avoir un profil du microbiote qui va ressembler à celui qui va nous accompagner tout le long de notre vie jusqu'à un âge avancé. Qui ressemble à celui de nos parents ou pas? Qui se ressemble à celui de nos parents d'une part par la naissance et d'autre part par le fait qu'on vit avec eux. Tout dépend comment sont vos parents, si vous vivez avec eux ou pas. Ce microbiote, en fait, il n'y a pas un déterminisme absolu. Il peut y avoir le mode de vie peut le changer, le modifier. Par exemple, quand vous avez une alimentation qui est pauvre en fibres, vous n'allez pas favoriser la croissance de bonnes bactéries. Quand vous avez une alimentation qui comporte de l'alcool, vous allez sélectionner certaines bactéries. Quand vous avez une alimentation qu'on dit de type occidental, trop riche en sucre à index glycémique élevé, trop riche en mauvaise graisse, vous allez aussi appauvrir votre microbiote, et cet appauvrissement du microbiote est associé, bien c'est pas le seul facteur, à la survenue de maladies. Et parmi tout ce qu'on connaît, ce qui modifie le plus le microbiote, c'est notre alimentation. Cette alimentation elle-même est modifiée par notre mode de vie, où on a une homogénéisation de notre alimentation. L'alimentation ultra transformée joue beaucoup? L'alimentation ultra transformée joue beaucoup, non seulement par la mauvaise qualité des graisses ou des sucres, et d'autre part par le fait qu'il y a souvent des additifs dedans qui peuvent aussi modifier le microbiote, et par le fait que cette alimentation occidentale est pauvre en fibres, et les fibres, en fait, il faut penser que c'est la nourriture de nos bactéries, et si vous ne donnez pas de fibres, eh bien, vous n'allez pas donner une bonne alimentation à nos bactéries, et les fibres, en fait, c'est quelque part ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est en avant de la vie, et c'est ce qui permet à nos bactéries de bien croître aux bonnes bactéries. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est l'ami de notre microbiote? C'est l'ami de notre microbiote, absolument, ça ne suffit pas, mais une alimentation appauvrie en fibres va être à l'origine de nombreuses maladies, pour moi notamment des maladies du foie, et ça va être associé à un appauvrissement de notre microbiote. Et si on y reviendra dans un autre épisode, ça, effectivement, parce que c'est très intéressant que ça puisse agir sur le foie et pas uniquement sur nos intestins, et on en parlera effectivement. Et quand par exemple vous comparez le microbiote de populations qui ont une alimentation plus traditionnelle, plus riche en fibres, ça a été fait, le microbiote occidental par rapport à un microbiote de population qui vit en Afrique où l'alimentation est plus riche en fibres, le microbiote est beaucoup plus riche sur les populations à l'alimentation traditionnelle, ce qui ne faut pas dire qu'il faut vivre comme en Afrique, hein. Il y a un raccourci à ne pas faire, mais ça montre ça modifie le microbiote. Ça modifie le microbiote. Alors, il y a d'autres choses qui modifient le microbiote dans notre mode de vie. Vous avez par exemple les médicaments qui modifient le microbiote. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas en prendre. Tous les médicaments ? Presque tous les médicaments peuvent modifier le microbiote. On pense toujours aux antibiotiques, mais il n'y a pas que ça. En bien ou en mal, hein. Par exemple, les antibiotiques, évidemment, ça va modifier le microbiote. Il va y avoir une certaine résilience. Après, le microbiote va recouvrer ce qu'il avait avant. Vous avez les médicaments contre l'acidité de l'estomac qui peuvent modifier le microbiote, puisque vous coupez l'acidité de l'estomac. Les bactéries de la bouche vont pouvoir passer au niveau de l'intestin, alors que normalement, il y a une barrière acide gastrique. Donc, ça va entraîner ce qu'on appelle une dysbiose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Si vous en prenez de façon ponctuelle, il ne va rien vous arriver. Si vous le prenez au long cours, il faut voir s'il y a une réelle indication ou pas. Certaines personnes ont besoin de le prendre au long cours, pas d'autres. Vous avez aussi d'autres médicaments qui peuvent le modifier. Par exemple, un médicament qu'on donne dans le diabète, la metformine, le modifie de façon probablement favorable. Les médicaments psychotropes peuvent aussi le modifier. Donc oui, les médicaments peuvent beaucoup modifier aussi le microbiote, ce qui ne faut pas dire, qu'il ne faut pas les prendre. Bien sûr. Est-ce que la qualité du sommeil, le fait de faire de l'activité physique, ça change quelque chose à notre microbiote ? Alors, je vous embête. Vous m'embêtez pas. Là où vous m'embêtez, c'est il y a deux choses. Il y a d'une part le niveau de preuve de ce que je vais vous dire, scientifique, et d'autre part ce qu'on anticipe. On anticipe effectivement que les modifications du biorhythme, donc la quantité du sommeil, va modifier le microbiote. On sait par exemple que les personnes qui ont ce qu'on appelle un jet lag, hein, qui vont avoir une modification aiguë de leur horloge biologique, vont avoir une modification du profil de leur microbiote qui va avoir tendance à générer une résistance à l'insuline, donc un prédiabète. Ce qui veut dire que pour les personnes, si on extrapole, ça ne s'est pas montré, mais c'est probablement ce qui va se passer, qu'une personne qui travaille de nuit va avoir un microbiote plutôt favorisant la genèse d'une résistance à l'insuline et doit faire d'autant plus attention à son alimentation. Et on sait que les personnes qui travaillent de nuit sont plus prédisposées à faire des maladies métaboliques, et c'est
peut-être un des mécanismes à cette origine. Euh, on a parlé tout à l'heure de la naissance, la façon dont on naît, je veux dire par voie naturelle, par célioscopie, et par... Césarienne. Enfin, c'est un peu le même principe, ça ne sort pas par un petit tube, les bébés. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. Quand l'enfant naît par césarienne, il va être exposé aux bactéries de la peau de la maman, il va être exposé aux bactéries des mains de la sage-femme, des gants, et lorsque l'enfant va naître par voie vaginale, l'enfant va être exposé aux bactéries fécales de la maman, et si la maman... aux bactéries maternelles, et si la maman aura pris des antibiotiques avant ou pas, ça ne va pas être les mêmes bactéries. Et ensuite, en fonction du mode d'alimentation, si c'est une alimentation naturelle, l'enfant va être exposé aux anticorps qu'il y a dans le lait de la maman, aux bactéries de la peau de la maman au niveau du réflexe de succion, alors que si c'est plutôt par voie artificielle, eh bien, ça va être d'autres bactéries auxquelles l'enfant va être exposé. Et on sait que le mode de délivrance peut être associé à la survenue de certaines maladies, allergies par exemple. Ce qu'il ne faut pas dire, encore une fois, faire des raccourcis en disant « Ah là là, il ne faut plus du tout faire de césarienne ». Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... Il faut en tenir compte aussi. Il faut en tenir compte dans le choix que l'on souhaite faire. Est-ce qu'on a des tests dont on peut disposer pour savoir comment est son microbiote? Parce qu'il y a quand même des gens maintenant qui commencent un peu à acheter sur Internet différentes choses. Est-ce que c'est un intérêt quelconque aujourd'hui? Alors moi, je vois malheureusement, je vais dire, beaucoup de patients qui arrivent me voir en pensant trouver une solution à leurs problèmes en m'amenant une analyse extrêmement coûteuse. On a allégé mes patients de 300 € pour faire une analyse de microbiote. Aujourd'hui, en 2025, cette analyse de microbiote n'est pas recommandée par les sociétés savantes à juste titre, car cette analyse ne va pas changer la prise en charge des patients. Moi, quand je fais des analyses, c'est dans le cadre de protocoles avec des comparaisons statistiques entre les patients, entre les souris, pour étudier le rôle du microbiote. Mais à titre individuel, ça ne va pas changer. Pourquoi ça ne va pas changer? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui de traitement spécifique quant au microbiote, à part la colite à Clostridioides difficile. Et puis le microbiote qu'on vous donne, c'est pas tout. Le microbiote, à la limite, même s'il ne bouge pas beaucoup, ce sont les métabolites qu'il va fabriquer qui vont changer. On peut très bien ne pas avoir de modification du microbiote et avoir une modification des métabolites, ou inversement. Et donc, aujourd'hui, en 2025, je ne recommande pas, comme les sociétés savantes, ce type d'analyse. J'espère qu'un jour, je pourrai vous donner une autre réponse, et je pense qu'on ne fera pas une analyse globale du microbiote, mais une analyse ciblée en fonction de certaines bactéries. Par exemple, j'espère qu'en identifiant certaines bactéries, on pourra, dans une médecine individuelle, identifier les personnes qui vont répondre ou pas à une chimiothérapie, à une immunothérapie, à un mode d'alimentation différent, mais pas en 2025. Il n'y a pas lieu de faire ce type d'analyse. Donc on ne dépense pas son argent pour rien. Après, les gens sont libres de mettre leur argent à la poubelle. Mais ça ne sert à rien. Pour moi, en tant que médecin, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Si on suit des bonnes recommandations, pas en fonction d'un test, mais en fonction de ce que dit le corps médical, en modifiant l'alimentation, en réduisant l'alimentation ultra transformée, plus de fibres, moins d'alcool, tout ça, au bout de combien de temps on va pouvoir constater des changements, une amélioration du microbiote? Alors, le microbiote peut bouger très vite, même entre le matin et le soir, le microbiote n'est pas le même. Et je dirais que quand vous améliorez votre alimentation, en premier, ce qu'il faut que vous regardiez, ce n'est pas forcément les modifications du microbiote, mais vous allez très vite voir vos analyses s'améliorer, une diminution du taux Quelles analyses? Oui, une diminution de votre taux de sucre, de votre glycémie. Vous allez avoir très vite les enzymes du foie, qu'on appelle les transaminases, et la gamma-GT qui vont diminuer et en quelques jours. Et même quand j'ai des patients qui viennent me voir qui ont des mauvaises analyses, je leur recommande de faire, si par exemple ils ont un crédit immobilier à prendre, de faire très attention pendant quelques jours à leur alimentation pour normaliser leur prise de sang avant le bilan. D'accord, ça c'est quand on prend des assurances par exemple. Par exemple, voilà. Avec l'âge, est-ce qu'on doit aussi modifier son alimentation pour s'adapter éventuellement à une modification du microbiote liée à l'âge? Vous avez raison, quand on est jeune, plus jeune, le corps, l'organisme tolère beaucoup mieux nos erreurs. En revanche, il enregistre.
quand on est plus âgé, on doit faire beaucoup plus attention. L'homme à partir de 45-50 ans, la femme après la ménopause, car le processus le microbiote va intervenir dans le processus du vieillissement. Et lorsqu'on fait attention à son microbiote, ça veut dire qu'on fait attention à son alimentation. Et aujourd'hui, en 2025, l'alimentation est la première méthode qui permet de cibler les voies du vieillissement et de ralentir son vieillissement. Juste avant qu'on ne passe justement à l'intervenant suivant, ce microbiote digestif, on en parle énormément depuis une dizaine d'années. On a toujours eu un microbiote, à ce que je sache. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on commence à vraiment comprendre? C'est les nouvelles techniques d'analyse moléculaire, c'est quoi? Absolument. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine et C'était hier, hein. Hier, oui, absolument. Moi, j'ai été interne en 1992 ou 13. Le microbiote, on n'en parlait pas. Je dirais même qu'on en rigolait un peu. Il y a eu des précurseurs avant. Il y a eu des prix Nobel quand même sur le microbiote. Et puis est apparue la biologie moléculaire, les possibilités extrêmement puissantes d'analyse du microbiote sans passer par la culture bactérienne, la possibilité d'analyser tout le microbiote et pas seulement les bactéries qu'on sait faire pousser ou pas en fonction du milieu de culture. Et par ces nouvelles techniques de biologie moléculaire, la recherche a fait un grand pas dans l'analyse du microbiote, sa description, les descriptions de la causalité du microbiote. C'est pas juste des corrélations, mais on sait que le microbiote joue un rôle causal dans l'obésité, dans les maladies du foie, dans certaines maladies neurologiques. Et je dirais que c'est le développement de toutes les nouvelles techniques de biologie moléculaire qui ont permis de faire ce saut technologique et d'aboutir aux connaissances actuelles sur le microbiote intestinal. Et le reste des microbiotes, malheureusement, il reste toujours un grand écart entre ce qu'on connaît en science et l'application clinique des connaissances scientifiques. Autre microbiote, c'est le microbiote cutané, qui commence à révéler son importance dans la fonction barrière de la peau et l'immunité cutanée. On va en parler donc avec Cécile Claveau. Je rappelle que vous êtes chef de laboratoire responsable des projets sur le microbiome cutané chez L'Oréal Recherche et Innovation. D'abord, pourquoi on dit microbiome et pas microbiote dans ce cas-là? Alors, c'est une bonne question et c'est une question que j'ai eue dès le début de mon travail sur le microbiome, puisqu'on s'inspirait la thématique de la peau est arrivée après toutes les connaissances sur microbiome environnemental, microbiome intestinal, et le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, virus bactériens, et de leur fonction aussi, tout ce qu'ils produisent, les métabolites. Et c'est vrai, quand on s'intéresse au microbiome, on va regarder toutes leurs fonctions et les micro-organismes. Alors que si on s'intéresse uniquement aux micro-organismes, on va parler de microbiote. Donc c'est un peu le même, c'est le mot qui est utilisé un petit peu dans les deux cas, mais dépend plus de la méthode qu'on a utilisée. C'est bien précisé. Et aujourd'hui, on utilise un petit peu les deux. C'est moins précis que dans le contexte intestinal, je pense, parce que la recherche est moins avancée que dans le microbiote. Alors, j'imagine que ce n'est pas la même chose que le microbiote digestif. C'est quoi les différences dans la composition? Alors, sur la peau, il faut imaginer, en tout cas sur le corps humain, il faut imaginer le corps comme une planète avec différents écosystèmes. Il y a notamment 3 écosystèmes qu'on peut retrouver. L'écosystème plutôt lipidique, gras, comme le visage, le dos. Il y a l'écosystème humide, comme les mains, les aisselles. Et puis l'écosystème sec, ça va être les avant-bras, les jambes. Et donc, chaque écosystème va orienter la composition du microbiote et les bactéries, levures qu'on peut y retrouver. Est-ce que, effectivement, sur la peau, j'entends bien selon les zones, mais est-ce que, par exemple, quand on vit avec des animaux de compagnie, quand on est soumis à la pollution, est-ce que ça change quelque chose? Alors, oui, contact direct avec l'extérieur, quand même. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'études qui décrivent ces variations de microbiote et de composition. Et il y a beaucoup d'échanges, comme c'est à l'extérieur, c'est sur nous, il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Et donc, chaque personne a un microbiote unique qui signe un petit peu le mode de vie et les personnes avec qui on vit. Donc, par exemple, on peut retrouver un Malassezia pachydermatis qui est présent sur l'animal de compagnie. On peut le retrouver dans le microbiote de la peau.
On va avoir aussi partagé aussi une partie de notre microbiote avec notre conjoint ou avec la ligne de métro qu'on utilise. C'est bien ça. Et le microbiote est tellement précis qu'on peut retrouver en tout cas le lien entre un smartphone et le microbiote de la personne. On va parler des équilibres dans un instant. Juste, j'ai oublié de vous demander, professeur Perlemutter, les vrais jumeaux ont le même microbiote? Les vrais jumeaux, en fait, je ne sais pas s'ils ont... Alors, au début, oui, ils vont avoir le même microbiote. Ils naissent avec le même. Ils vont naître avec le même microbiote. Après, ça va dépendre de l'environnement qu'ils vont avoir. S'ils n'ont pas exactement le même, ils n'auront pas le même microbiote. Fascinant. En cas de déséquilibre de ce microbiome, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Alors, donc, comme pour l'intestinal, le microbiote de la peau, il est clé parce qu'il joue le rôle de barrière contre des pathogènes ou des agressions extérieures au niveau immunité innée, et au niveau barrière cutanée, il va renforcer les cellules de l'épiderme pour faire comme un bouclier. Et donc, à partir du moment où une bactérie est déséquilibrée ou moins présente, ça laisse la place à des pathogènes ou... J'ai entendu parler de pathobionte. Il y a aussi on est porteur de certaines bactéries comme Staphylococcus aureus qui peut se développer. Et dans ce cas-là, ça conduit à des problèmes de peau. Donc, je pourrais prendre l'exemple de l'atopie, par exemple, l'eczéma atopique, où le fait que Staph aureus prenne plus de place, il va produire des petites enzymes qui vont digérer la peau, faire des trous dans la peau, et également induire toute la partie démangeaison, donc ce qui fait que la personne va se gratter, et donc la bactérie va pouvoir encore plus pénétrer et amplifier ce qu'on appelle la démangeaison grattage, donc en anglais itch scratch, et qui fait rentrer dans un cercle vicieux. En fait. J'imagine que l'alimentation change peut-être pas grand-chose. C'est quoi les facteurs de variation de ce microbiote cutané? Alors, oui, pour comprendre pourquoi ces désordres arrivent, il y a beaucoup d'études qui essayent de comprendre comment le microbiote varie, quels sont les facteurs importants. Donc, il y a des facteurs individuels, il y a l'âge notamment, puisqu'on est soumis à des changements hormonaux qui vont conduire à la puberté, à l'augmentation du sébum, et à la ménopause, la diminution du sébum, et donc ça va favoriser les bactéries qui aiment le gras ou non. Donc, ça, c'est le type de facteur individuel qu'on peut retrouver. Également, le facteur génétique. On a étudié des populations asiatiques d'Asie de l'Est. Ils ont ils produisent moins d'odeur axillaire, par exemple. Et ça, c'est parce qu'ils ont un microbiote un peu différent. Ah oui. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Oui. Et puis, au-delà des facteurs individuels, il y a aussi les facteurs d'exposition. Et là, on peut faire un parallèle aussi avec le microbiote intestinal, c'est-à-dire que toute l'urbanisation, l'exposition à la pollution va conduire à des changements de microbiote, et qui sont associés aussi à des problèmes de peau. Là, plutôt, on parle de vieillissement accéléré, notamment quand il y a une exposition accrue à la pollution. L'hygiène joue comment? Par exemple, le lavage des mains, la façon dont on se lave, avec quoi? Oui. Alors, il y a une résilience du microbiome. C'est-à-dire, quand on se lave les mains, le microbiome revient en quelques heures, en 8 heures. On va récupérer un microbiome normal. Mais sur les mains uniquement? Sur les mains. Le visage, on a fait plusieurs études sur le visage. Effectivement, si on lave trop fort, on va enlever une certaine partie de notre microbiote, et c'est un peu comme si on n'avait plus notre bouclier. Donc là, on laisse la place à des mauvaises bactéries qui pourraient se développer. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que si par la suite, on peut aussi agir et aider ce microbiome à se reconstituer plus rapidement. Comment? En lui donnant en le nourrissant avec ce qu'on appelle des prébiotiques. On peut mettre des sucres dans une crème, et on va nourrir le microbiome. Les prébiotiques, donc cutanés. Cutanés, voilà, entopiques. Et ça permet de recoloniser plus rapidement notre propre microbiote. Et ça, c'est des produits qu'on trouve en pharmacie? On les trouve en pharmacie, et pas que. Oui. Ça se répand de plus en plus. On a souvent tendance à dire que le savon de Marseille, c'est quand même le savon, la référence finalement de base. Est-ce que c'est vrai pour le microbiote cutané?
Alors le lavage, comme je disais, va alors Donc de Savon de l'ensemble du Marseille, corps, hein, vraiment. voilà, lavage de l'ensemble du corps va enlever une certaine partie de la charge microbienne et c'est important de se laver puisqu'il faut enlever effectivement les pathogènes, les virus, toutes les poussières, les pollens, tout ce qu'on peut récupérer de l'environnement. Donc c'est important de se laver et lorsqu'on a une peau saine, le microbiome revient à l'état normal. Il y a un pouvoir tampon aussi de la peau en termes de pH, en termes voilà, de sécrétion, de sébum, de nutriments pour ces micro-organismes. Donc, quand on est en bonne santé et la peau n'a pas de problème, ça revient tout seul. Dans le cas de l'atopie, je disais par exemple tout à l'heure, si on utilise un lavage trop fort, là, comme la barrière est déjà altérée, ça va favoriser les crises d'atopie. Notamment, on voit chez les enfants, quand ils sortent du bain, ils peuvent dire ça me gratte, ça démange. Ça, c'est la crise d'atopie qui arrive. Et donc, ce qui est recommandé dans ces cas-là, c'est soit de laver avec une huile qui est plus douce, qui va moins enlever qui va être moins agressive pour la peau. Et puis, ensuite, apporter un émollient et nourrir ce microbiote pour qu'il revienne plus rapidement. Donc, c'est l'aider un petit peu, le renforcer un petit peu. Et le fait d'utiliser, par exemple, des crèmes à base de cortisone, ça change quelque chose. Ça change quoi, du coup? Alors, dans ces cas-là, ça va jouer aussi sur la composition. Je ne sais pas si on a des études vraiment précises sur l'utilisation de cortisone. En tout cas, comme c'est anti-inflammatoire, tout comme les antibiotiques, ça va aussi modifier la composition. Le fait de se baigner en piscine ou en eau de mer, il se passe quoi? Alors, en eau de mer, il y a une étude intéressante aux États-Unis, puisque il y a beaucoup les bains de mer sont fréquents. Et ce qu'ils ont montré, c'est que le bain de mer remplace, en tout cas, après un bain de mer, on va avoir 20% de notre microbiote qui va être celui qui est retrouvé dans la mer. Donc, on devient des poissons. On devient des poissons, ça perdure pendant plus de 24 heures. Donc, c'est important de se rincer, de prendre la douche et après récupérer des sa peau aussi. Et en piscine, avec notamment les piscines pas nettoyées à l'eau de mer, parce que ça ne change pas grand-chose, mais quand elles ne sont pas nettoyées à l'eau de mer, il se passe quoi? Je pense qu'il y a des études. Moi, je n'ai pas les données en tête, donc je ne pourrais pas répondre tout de suite. Mais on peut imaginer aussi qu'il y a un impact qui va être plus ou moins long. Je disais en plaisantant que l'alimentation ne jouait pas dessus, mais c'est sûr, il n'y a aucun lien entre alimentation et microbiote cutané? Ah si, il va y avoir un... Si, il y a un lien. Parce que tout ce qui est digéré par le microbiote, ou en tout cas, il y a une partie des petites molécules qui va passer dans la circulation sanguine et qu'on peut retrouver sur la peau, notamment si on mange de la coriandre, on peut retrouver l'acide pétrosélénique sur la surface de la peau. Ah ouais. Et si on prend un antibiotique, le microbiote de la peau est aussi modifié. Donc, il y a toute une partie de communication entre ce microbiote intestinal et la peau, ce que les chercheurs appellent le gut-skin axis, où il y a un dialogue et donc on peut influencer la peau. On peut imaginer qu'on peut influencer la peau en changeant son alimentation. Qu'est-ce qu'on sait, professeur Perlemutter, de ce lien entre microbiote cutané et microbiote digestif? Alors, on ne sait pas énormément, mais ça pose énormément de questions. On sait par exemple qu'il y a des maladies digestives comme les colites inflammatoires qui peuvent être associées à des lésions cutanées. Donc on peut se demander si, et pas chez tout le monde, si le microbiote joue pas un rôle. Il y a quelques publications suggérant un rôle du microbiote aussi dans les maladies comme le psoriasis. Moi, je suis pas du tout le spécialiste de ça, mais je trouve que c'est fascinant de voir que le tube digestif communique avec la peau. Mais comment ça communique? Les mécanismes intimes, je ne les connais pas, mais pour que ça communique, ça veut dire qu'il doit y avoir des liens entre les uns et les autres. Donc, les liens évidents, c'est des liens sanguins avec la formation de ce qu'on dit de métabolites, c'est comme ça que ça s'appelle, qui vont passer du tube digestif vers le foie, puis redistribuer après partout. Et en fonction des métabolites, c'est évident que, puisqu'ils vont se retrouver dans la peau, ça va modifier la composition du microbiote cutané. Et si on va plus loin, pour répondre à la question, comme ces métabolites dépendent de notre alimentation, on comprend bien que l'alimentation peut jouer un rôle aussi sur le microbiote cutané. Après, ce sont des idées, il faut les démontrer ensuite. Bien sûr. Je vais revenir sur un point, sur la façon dont on naît, césarienne ou naissance par voie naturelle. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement intérêt
dès la naissance et en fonction de comment on est né, parce qu'on ne peut pas beaucoup modifier. En fait, l'alimentation, elle est pratiquement, c'est du lait ou artificiel ou maternel. Mais est-ce que, par exemple, il faudrait privilégier l'alimentation maternelle selon la naissance ou pas? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Ah, certainement, mais c'est ce qui est privilégié dans Mais les... pour le microbiote, hein? De façon générale, il faut privilégier l'allaitement maternel et puis la naissance par voie vaginale, la naissance par voie naturelle. Oui, ça, c'est évident. Et on pense que ça pourrait du coup modifier, effectivement, permettre de restaurer. Alors, on sait que ça améliore le microbiote et on sait aussi, par exemple, quand il y a des enfants, qu'il y a eu des publications là-dessus, qui naissent par voie par césarienne, qu'on les badigeonne avec le fluide vaginal de la maman, on restaure un microbiote à 1 mois. On ne voit plus la différence avec un enfant qui est né par voie vaginale. Et il y a on connaît quoi du lien entre microbiote cutané et naissance? Mais c'est assez similaire avec celui du microbiote intestinal, avec la diversification qui se passe dans les 1000 jours. Dans les 1000 jours, on compte aussi la partie in utero, les 1000 premiers jours de l'enfant où la diversification, enfin, le microbiote cutané va se diversifier de plus en plus pour atteindre une certaine stabilité. Et il dépend également, notamment, du mode de naissance. Le fait de passer par voie basse, donc on va retrouver aussi des bactéries fécales sur la peau. Et alors que si il y a une naissance par césarienne, on va retrouver plutôt des Staphylococcus epidermidis, en tout cas des bactéries de la peau, plus celles de la mère. Je vais juste finir avec une question. Qu'est-ce qu'on sait de l'alimentation maternelle pendant la grossesse et du microbiote du bébé? Alors, on sait chez les souris, chez les mères, à ma connaissance, on ne sait pas, après je ne sais pas tout, que quand les souris ont une alimentation plutôt de type occidental, on va favoriser, occidental, c'est-à-dire trop riche en graisse et en glucides, on va favoriser le risque de survenue d'une obésité chez le sourisson. Donc, ça, Oui. en fait, c'est vertigineux ce C'est ça. déterminisme, je trouve. Et j'ai encore une dernière question, puisqu'on parle de facteurs externes malgré tout, c'est le tabac. Quand on fume, d'abord, on ingère effectivement quand même, on respire de la fumée, mais il y a quand même la fumée qui est au contact de la peau. On sait si ça a un impact? Alors, ça a un impact sur toutes les zones du corps, pas seulement sur la main, Ah oui. en fait. Et je pense que probablement l'effet il est systémique et la diversité change complètement. La composition, que ce soit sur le visage, les bras, les mains, la composition du microbiote chez les fumeurs vraiment réguliers est complètement différente des non-fumeurs. Et elle est associée aussi à des problèmes de vieillissement prématuré, hein, sur les signes de l'âge, en tout cas. Et donc, il faudrait étudier plus longtemps, plus avant pour savoir comment les deux interagissent. Mais en tout cas, effectivement, il y a un impact très, très fort du tabac. Merci beaucoup. Écoutez, c'était fascinant. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'impact justement des déséquilibres du microbiote digestif sur différentes maladies digestives, mais également d'autres maladies. Ce sera dans le second épisode. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.